Alors, on va faire passer un micro de plus parce que je crois que vous en avez deux. Hop, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc toujours ici au Midi Libre pour cette troisième table ronde dans le cadre de cette matinée consacrée au cancer. Nous avons parlé depuis le début de cette matinée de prévention et de dépistage. Nous venons de parler des innovations thérapeutiques et des espoirs que la recherche fait naître dans les possibilités de guérir, en tout cas de vivre plus longtemps avec des cancers et mieux. On va parler maintenant de la vie pendant et après la maladie, en dehors des traitements spécifiques. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la personne malade dans son intégralité. Nos intervenants, je vais vous les présenter. Le docteur Héloïse Lecornu, médecin de soins de support à l'ICM. Maggie Del Rio, vous êtes patiente partenaire à l'ICM. À vos côtés, Charlotte Marr, vous êtes fondatrice de l'appli My Charlotte. Et puis juste à côté de moi, le docteur Desfour, vous êtes docteur au terme de Ballaruc-les-Bains. Donc avec vous, nous allons parler de ces près de 4 millions de personnes en France qui vivent avec ou après un diagnostic de cancer. Une étude qui s'appelle VICAN 5, ou VICAN, je ne sais pas comment on précise exactement, dresse un panorama de la vie après un cancer, sur le plan médical, mais aussi psychologique, social et professionnel. Il en est ressorti notamment que 63% des personnes souffrent de séquelles dues soit au cancer, soit au traitement, et que parmi ces personnes qui étaient en emploi au moment de leur diagnostic, 20% ne travaillent plus 5 ans après. Ces études ont donc démontré aussi que la prise en charge des effets secondaires et l'accompagnement de la personne permet d'améliorer de nombreuses conséquences de la maladie et des traitements. Alors, il y a une partie que nous n'allons pas évoquer aujourd'hui spécifiquement, mais qui a aussi son importance. Ce sont les conséquences financières et sociales de la vie après un cancer. Mais nous y reviendrons peut-être en conclusion et avec l'intervention d'Agnès Buzyn. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Héloïse Lecornu. Vous êtes médecin de soins de support à l'ICM. Alors, peut-être on peut commencer par dire, parce que ça n'a pas toujours été le cas, depuis quand date cette prise en charge globale du patient pendant et après la maladie, au-delà du traitement spécifique. Depuis quand on ne regarde plus juste le soin de la maladie, mais la personne dans son ensemble avec tout ce qu'elle peut vivre et toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur elle? Alors, tout d'abord, on peut dire que les soins de support, ils sont arrivés petit à petit sur les 20 dernières années. Initialement, c'était plutôt des soins disséminés. Il y avait la prise en charge psychologique, il y a eu les équipes de soins palliatifs, le service social. Et puis, petit à petit, avec les différents plans cancer, sont apparus les soins de support au sens large, et principalement dans les établissements qui prennent en charge les patients atteints de cancer. Le premier plan cancer, c'était début des années 2000. En 2005, il y a eu une précision autour des soins de support. Et puis petit à petit, on a avancé. Alors les soins de support, tout le monde ne les connaît pas. C'est à peu près un tiers des patients savent ce que c'est. Alors nous, on a la chance dans notre établissement d'avoir ce rassemblement, cette dynamique au sein du département, mais ce n'est pas le cas partout en France. Et donc, petit à petit, avec les différents plans cancer, les choses se sont précisées. Les soins de support, ce sont des soins et des soutiens qui vont accompagner le patient pendant toute la durée de sa prise en charge, pendant et également après la maladie. Et donc, on va dire qu'en 2016, il y a eu une nette précision de l'Institut national du cancer qui cite 4 soins de support, on va dire socle, avec la prise en charge de la douleur, la prise en charge nutritionnelle, l'accompagnement psychologique et puis la prise en charge sociale, familiale et professionnelle. Donc ça, ce sont les 4 soins de support socle. Et puis s'y ajoute l'activité physique qui maintenant
prend de plus en plus de place. L'accompagnement psychologique des proches également, puisque le cancer ne touche pas que le patient, mais également sa famille. La kinésithérapie, et puis d'autres soins de support que l'on peut ajouter. Là-dedans, il y a également tout l'accompagnement palliatif, avec les soins palliatifs, puisque notamment dans les cancers de mauvais pronostic, petit à petit, on met en place rapidement une démarche palliative. Les soins de support, ils ont pour principal, on va dire, l'intérêt principal, c'est de maintenir la meilleure qualité de vie possible et également de jouer sur la survie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un gain de survie aussi quand on met en place, en plus de la chimiothérapie, de la chirurgie, des rayons, des soins de support, on sait que le patient vit mieux et vit plus longtemps. Oui, ben là c'est beaucoup mieux. Alors je vais vous rendre en régie, si vous voulez bien prendre les 2 micros qui ne fonctionnent pas pour pouvoir les réparer. Merci beaucoup, ça sera plus simple pour nous tous. Je rappelle une chose sur l'accompagnement, justement parce que Agnès Buzyn, vous avez, en tant que présidente de l'Institut national du cancer, vous avez soutenu en 2015 le projet de loi concernant le droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer, parce qu'on n'en reparlera peut-être pas dans notre conversation ici, mais c'est très important cet aspect justement droit à l'oubli, parce qu'il y a une vie après et qu'il peut être difficile d'accéder à un certain nombre de choses pour poursuivre la vie. Oui, alors merci de me donner... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, merci de me donner l'occasion de parler de cette avancée. C'est une avancée unique au monde. Là encore, la France est pionnière. Nous l'avions portée dans le 3e plan cancer et le président François Hollande avait accepté d'arbitrer en faveur de ce droit à l'oubli, c'est-à-dire l'accès aux assurances sans surprime pour pouvoir accéder à un logement, par exemple. Jusque ce droit à l'oubli, les assureurs, lorsqu'on avait eu un cancer, pouvaient appliquer une surprime de 100%, 200%, 300% qui vraiment bloquait la vie des gens alors qu'ils étaient guéris. Le droit à l'oubli a donc inscrit cela dans le plan cancer et évidemment ça s'est répercuté par un projet de loi. Et puis ce projet de loi a encore été étendu l'année dernière en élargissant le droit à l'oubli à tous les patients au-delà de 5 ans après un cancer, ce qui est quand même une avancée absolument extraordinaire. C'était important de le rappeler, de ne pas l'oublier justement, puisqu'on parle de la vie pendant et après le cancer. Oui, posez-le sur la table. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous poser la question à tous sur cette table ronde. Quelle est l'importance, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de prendre en charge justement, ou d'être pris en charge pour ceux qui ont été touchés par le cancer, et d'avoir un accompagnement au-delà des traitements spécifiques? Maggie Del Rio. Oui, bonjour. C'est parce qu'on est toujours seul face à son cancer. Et que quand on est à l'hôpital, on a un peu cet environnement qui est un peu rassurant de l'hôpital. Mais dès qu'on se retrouve chez soi avec toutes ces séquelles dont vous avez parlé, psychologiques, physiques, familiales, etc., c'est très difficile. Et pour moi, personnellement, j'ai toujours dit que mon combat n'avait pas commencé pendant les traitements, mais après les traitements, quand je me suis retrouvée seule à la maison. Donc cet accompagnement, il est nécessaire. Et il est nécessaire pourquoi? Parce que maintenant, la maladie se chronicise et la plupart des patients sont à la maison tout seuls avec ces conséquences-là, mais aussi sont à la maison tout seuls quand ils sont sous thérapie orale. Donc, je pense qu'un accompagnement et cette prise en charge globale est totalement nécessaire. Docteur Desfaux. Voilà, je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est tout à fait ce que nous entendons, nous, je parlerai après de ce qui se passe à Ballaruc, mais ce que nous entendons dans nos consultations, ce sentiment d'abandon, l'idée que, bon, la table ronde précédente était passionnante mais très technique, on s'occupe de la maladie, là on s'occupe maintenant du malade. Et le malade, le post-cancer, les suites, les soins de suite, de support,
s'intéresse plus aux malades qui, lui, après cette période où il a été chouchouté, organisé, pris en charge dans des structures très complexes. Et puis, il y a tout l'aspect, évidemment, psychologique, le diagnostic que vous prenez en pleine figure, et puis les traitements et les séquelles physiques de ces traitements. Après, il y a un grand vide. On vous dit, vous êtes guéri, rentrez chez vous. Quelque chose que je ne sais pas si là aussi ça s'est produit pour vous, mais quelque chose que j'entends souvent dans ma consultation, c'est l'entourage, l'environnement familial par exemple, ou l'environnement du travail. Beaucoup de femmes, moi je suis surtout des personnes qui ont eu un cancer du sein, me disent, mon entourage me dit, bon ça va, maintenant tu arrêtes avec ton histoire de cancer. Hein, ça suffit. C'est exactement ça, on perd le droit à la plainte. On n'a plus le droit, c'est bon, tu as été soigné, tu es guéri, maintenant ne nous embête plus avec ton cancer. C'est pas dit comme ça, mais c'est ce que... Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens qui accompagnent, et notamment des patients partenaires. On va y revenir. Charlotte Mar, un témoignage aussi là-dessus sur l'importance de cet accompagnement. On verra après que c'est ce qui a donné lieu à la création de votre application, mais sur votre témoignage personnel, l'importance de la prise en charge au-delà de juste le traitement. Oui, moi j'ai fait l'expérience d'un premier cancer sans accompagnement et puis un second cancer où je me suis tournée largement vers ce qu'on appelle maintenant les soins de support. Et finalement, la différence, elle réside dans le fait que, d'une part, les traitements peuvent être nettement mieux vécus, mais ce rebond, effectivement, sur l'après, et il est fondamental, vous l'avez dit, hein, il y a les problèmes financiers, les problèmes de perte d'emploi, de perte de revenus. Il y a le problème de l'observance aussi, quand on se retrouve pendant 5 ans, voire plus, à prendre un médicament avec lequel on est en lutte tous les jours, parce que d'abord, on n'en a peut-être pas tout à fait compris l'intérêt. Et pourtant, bien souvent, c'est des traitements qui nous protègent principalement contre la récidive. Ça, c'est extrêmement compliqué à vivre. On se ment à soi-même, on ment au personnel soignant aussi. L'étude Canto l'a mis en exergue. Il y a énormément de patientes soignées pour un cancer du sein localisé qui, 1 an après, ne prennent déjà plus le médicament anti-hormonal. Et pourtant, quand on leur pose la question, disent à leur médecin si je le prends. C'est compliqué d'être dans cette situation-là. Et puis effectivement, le décalage avec son entourage. Moi, j'avais 28 ans lors de mon premier cancer. Se retrouver vis-à-vis de personnes qui vous disent effectivement, c'est super, c'est terminé. Oui, mais je reste fatigable, je continue à avoir des problèmes cognitifs. J'ai des difficultés auxquelles vous n'êtes pas confrontés et c'est très bien pour vous, mais en tant que patient, ce décalage, il est complexe à vivre. Et Maggie vient de le dire, il y a de plus en plus de traitements oraux, donc on prend chez soi. C'est fantastique, on vit plus longtemps, mais si c'est pour vivre mal, ça reste difficile à entendre. Donc il y a besoin de cet accompagnement qui peut prendre effectivement plein de formes différentes. Il est proposé dans les centres de soins par des associations, mais vous n'allez pas être pris par la main et pris en soins pendant des années. Donc à un moment donné, cette autonomisation du patient, elle est essentielle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patient peut mieux identifier les problématiques rencontrées. Il peut mettre des mots au-delà du simple fait de dire « je suis mal, je ne vis pas bien ». Comment est-ce que je le caractérise mieux, ça ? Et puis, comment ensuite je peux me tourner vers des solutions qui sont disponibles et qui vont être pertinentes pour moi et que je vais pouvoir mettre en œuvre durablement. Alors, on va reprendre du coup dans l'ordre les différentes possibilités. Elles ne sont pas toutes représentées autour de cette table, mais on va déjà vous donner 4 exemples d'accompagnement qui existent. Donc, on va partir avec vous, Héloïse de Cornu. Donc, depuis 2021, l'ICM propose cet accompagnement. Alors, concrètement, à quoi ça correspond ? Comment se fait cet accompagnement dans le cadre de l'ICM et à quel moment ? Alors, en effet, depuis 2020, nous avons un nouveau service pour les soins de support qui regroupe toutes les activités des soins de support de l'établissement. C'est un grand service innovant de par sa conception et puis aussi par le fait qu'on a vraiment cette vision globale du patient. Donc, il y a, pendant la maladie, un dépistage précoce qui est fait des besoins du patient, puisque chaque patient est différent et donc chaque prise en charge sera personnalisée. Un dépistage qui est fait à différents moments, notamment des traitements, avant la chimio, avant la chirurgie, avant les rayons. Et puis on réadapte notre prise en charge
le patient va pouvoir venir soit en consultation, c'est des choses qu'on connaît tous, soit pour une prise en charge globale sur le plateau pour une demi-journée, par exemple, de prise en charge. Qu'est-ce que ça va comporter? Ça veut dire quoi cette Alors, prise ça en veut dire charge que le patient vient éventuellement accompagné par ses proches et à ce moment-là, les différents intervenants vont venir auprès de lui pour la prise en charge personnalisée, par exemple rencontrer un nutritionniste, rencontrer un médecin de la douleur, rencontrer une assistante sociale, etc. Et puis à la fin, il y a une synthèse qui est faite avec tous ces intervenants et un suivi qui est programmé. Quand on parle un petit peu plus de l'après-cancer, de la phase de rétablissement, parce que comme vous disiez, en fait, on vous dit que vous êtes guéri, mais tout n'est pas terminé. Le traitement hormonal, il y a des effets secondaires, et puis il y a aussi toutes les séquelles des traitements lourds qui ont été faits avant. On a mis en place un parcours de rétablissement pour les patientes prises en charge pour un cancer du sein. Alors, on va parler plus précisément de ce parcours, ça s'appelle Novassin. C'est un accompagnement pour faire un point sur le vécu donc, de leur traitement 3 mois après, c'est ça, à partir de 3 mois après la fin du traitement. Expliquez-nous comment ça va se dérouler. C'est ça. En fait, avant que ce parcours soit mis en place, les patientes traitées pour un cancer du sein, comme l'ont dit Maggie et Charlotte, en fait, il y avait la prise en charge très resserrée pendant plusieurs mois au sein de l'établissement de prise en charge. Et puis ensuite, il y a le grand vide. Vous vous retrouvez à la maison, parfois un peu démunis, avec beaucoup de questions, avec des séquelles, avec encore des effets secondaires. Et donc là, on vous dit, le prochain suivi, c'est dans 6 mois. C'est loin, 6 mois. Et donc, on a voulu essayer de combler un peu cet espace-là. Et on a mis en place donc un bilan initial en soins de support où vous rencontrez, la patiente rencontre une IPA, donc une infirmière en pratique avancée, ou alors un médecin des soins de support pour faire un point sur le vécu, pour faire un point sur les séquelles actuelles, comment on peut les prendre en charge, comment on peut améliorer la qualité de vie, et puis proposer aussi des ateliers de groupe, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les échanges entre patientes étaient extrêmement intéressants, importants à ce moment-là. Et puis des ateliers d'éducation thérapeutique pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre l'hormonothérapie, à quoi ça sert, les effets secondaires, avoir aussi des repères sur les recommandations en santé, qu'est-ce que je fais en termes d'activité physique, qu'est-ce que je fais en termes d'alimentation, pour me protéger aussi d'éventuels futurs cancers. Donc tout ça, on l'a mis en place petit à petit et ça a débuté l'année dernière. Et c'est une équipe pluridisciplinaire donc, qui intervient sur ce plateau? Oui, tout à fait. C'est une équipe pluridisciplinaire. On est plus de 60 professionnels de santé dans ce lieu unique. Et donc, on se met tous en œuvre pour pouvoir accompagner au mieux ces patientes. Il y a des infirmières spécialisées, il y a des nutritionnistes, des psychologues, des médecins, des assistantes sociales, des kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée. C'est combien de patients qui sont suivis dans ce cadre-là à l'ICM chaque année? À l'ICM, oui. Il y en a beaucoup. Dans le cadre de Novassin, donc on a commencé l'année dernière, on est à peu près à 1 an, il y a plus de 200 patientes qui ont pu bénéficier de cet accompagnement global. C'est un accompagnement qui va durer 1 année à peu près? Au moins 1 année, et plus s'il y avait besoin. Après, en effet, on essaye de trouver aussi des relais vers la ville, des relais de proximité, puisqu'on draine à l'ICM des patients qui viennent parfois de très loin, plus de 2 heures, 3 heures de route. L'idée, c'est pas toujours de les faire revenir chez nous, mais c'est aussi de trouver des relais de proximité. On travaille ça, le relais ville-hôpital, c'est très important aussi pour la suite. Alors, je vais me tourner on va poursuivre notre tour de ce qui existe pour accompagner. On va se tourner vers vous, Maggie Del Rio. Vous êtes ce qu'on appelle patiente partenaire à l'ICM. Alors déjà, on va expliquer ce que c'est un patient partenaire. Vous, au départ, mais ça n'a rien à voir, mais juste pour expliquer votre parcours, vous êtes chercheuse en cancérologie à l'ICM. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui a fait de vous une patiente partenaire. Quel est votre parcours? Bon, tout d'abord, je voudrais expliquer ce qu'est le patient partenaire, parce que je pense que dans la salle, et même parmi les soignants, il faut sensibiliser à ce terme-là. Approchez bien votre micro. Donc, un patient partenaire ou une patiente partenaire, c'est une personne comme moi ou comme Charlotte qui avons traversé la maladie
Et durant cette traversée, on a acquis ce qu'on appelle des savoirs expérientiels, c'est-à-dire l'expérience de la maladie, du vécu de la maladie. Et nous souhaitons mettre ces savoirs à la disposition des patients et des professionnels de santé. Donc voilà, et on peut intervenir au niveau du soin, comme je fais à l'ICM plus particulièrement, c'est-à-dire introduire ce regard, cette expérience patient dans le soin, pour améliorer avec les professionnels de l'ICM les parcours de soins. Et on peut aussi, et c'est ce qu'on va faire. On va y revenir concrètement sur ce que vous faites, mais juste ce terme et ces personnes qui sont patientes partenaires, donc c'est assez nouveau, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a à Paris une université des patients, c'est ça? Oui. Et il y a des diplômes même. Oui. Alors, il y a une montée en puissance sur les patients partenaires. C'est un nouveau métier. Pour moi, je dirais que c'est un nouveau support également. Donc, il peut faire partie des soins de support. Et donc, effectivement, tous les patients partenaires ne sont pas formés. Je pense que dans certains cas, et suivant leur niveau d'engagement, il faut qu'ils soient formés. Et pour ça, il y a l'université des patients à Paris. Il n'y a pas que. Depuis, il y a des DU qui se multiplient dans de nombreuses villes de province. Mais l'université des patients à Paris est la première université au monde qui diplôme des patients. Elle a été créée par Catherine Tourette-Turgis. Et donc, elle qui vient du sida et qui s'est rendue compte que l'action des patients au moment du sida était très utile pour faire avancer la recherche, pour faire avancer le soin, etc. Et donc, elle a créé plusieurs diplômes. Donc, moi, je suis diplômée, j'ai passé 2 DU, qui sont l'accompagnement du patient en cancérologie et un DU de démocratie en santé, mais il y a aussi un DU et un master d'éducation thérapeutique, voilà. Et donc, je vous dis maintenant, il y en a à Montpellier aussi, un DU sur le partenariat en santé, il y en a à Bordeaux, il y en a un peu partout. Alors, avant d'expliquer concrètement ce que vous allez faire à l'ICM, quels sont les besoins, en fait, des patients lorsqu'ils sont pendant le traitement? Oui, alors je ne sais pas si Charlotte, tu me diras si tu es d'accord, mais moi, je pense que le besoin numéro 1 du patient, c'est l'écoute. Donc, les soignants n'ont pas toujours le temps, et on le voit avec cette pénurie de soignants, etc. La deuxième chose dont ils ont besoin, pour moi, c'est l'information. Pas parce qu'elle n'a pas été dite par les soignants, mais parce qu'elle n'a pas été entendue par les patients. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est reformuler cette information, la rendre compréhensible. Puis aussi, les patients ils reçoivent souvent beaucoup d'informations à un même moment. Donc, ils en retiennent à peu près 5%. Donc, nous, on peut intervenir par la suite pour faire des choses comme ça. C'est une espèce de sororité qui va se créer. En tout cas, les patients qui sont accompagnés, moi, ils me disent, on se sent compris parce que vous avez vécu la maladie, on a confiance. Il y a une espèce de réassurance. Et puis, on représente, par exemple, des patientes du cancer du sein, je représente l'avenir. Moi, j'ai eu 2 cancers du sein, je suis toujours là, je suis active, je fais plein de choses. Donc, je pense qu'il y a ce côté avenir, ce côté réassurance, ce côté confiance. Et on libère une parole différente, pour moi. On libère, ils nous font part de choses qu'ils n'osent pas dire à leurs proches parce qu'ils ont peur de les ennuyer ou de les angoisser, et qu'ils n'osent pas dire aux médecins parce ils trouvent qu'ils ont peur de les embêter, de penser que c'est pas trop important pour le dire aux médecins, on va pas les déranger pour ça, etc. Et donc nous, on est là au milieu, et à nous, ils nous disent vraiment tout, et c'est vraiment entre patients, comme vous dites, il se crée une espèce de sororité. Alors justement, à l'ICM, vous intervenez, il y a aussi 2 autres patients partenaires, je crois. Quel est votre rôle et à quel moment vous intervenez? Moi, d'abord, je tiens à dire que l'ICM est un des premiers centres de lutte contre le cancer qui ont embauché des patients partenaires. Je tiens à remercier Marc Ichou ici. Donc, j'étais la seule au départ, il y a 1 an, pour organiser ce partenariat patient, pour coordonner ces actions de patients partenaires au sein de l'ICM. Depuis maintenant janvier, on a 2 autres patientes partenaires qui ont été recrutées, et ça, c'est pour un accompagnement qu'on met en place à l'ICM, qui est d'accompagner les patients sous thérapie orale. Donc, comme je vous l'ai dit, les patients sous thérapie orale, ils se retrouvent un peu seuls, avec leur chimio. C'est quand même de la chimio avec des effets secondaires, etc. Donc, il y a un suivi qui a été mis en place à l'ICM avec une équipe de professionnels de santé, pharmaciens, oncologues, etc., qui les suivent, et infirmiers de coordination. Et nous, on vient en plus.
Nous, on n'accompagne pas tellement un projet de soins, on accompagne un projet de vie. Donc, on est là pour quelque chose de différent. Et puis, on va pouvoir peut-être jouer, je pense, beaucoup sur l'observance, c'est-à-dire la prise des médicaments, sur la prise d'autres médicaments qui peuvent provoquer des interactions avec le médicament de chimiothérapie. Un patient vous dira plus facilement qu'il prend une tisane, je ne sais pas quoi, ou qu'il prend... Et voilà. Et nous, on va faire aussi beaucoup le lien entre le patient et l'équipe médicale. C'est aussi faire remonter aux équipes médicales, oui. Du coup, de manière générale, pas d'un patient particulier, mais de manière générale, ce qui se passe, l'idée du patient partenaire, ce qui se passe dans la vie et dans la tête, dans le corps aussi de quelqu'un qui a ce vécu-là. Exactement, c'est faire remonter des informations qui n'auraient pas été dites aux professionnels ni aux proches. Donc voilà, c'est pour toujours pareil, pour cette prise en charge globale. Les professionnels de santé savent ce qui est bon pour nous, pour la maladie. Nous, patients, on sait ce qui est bon pour nous, pour guérir, pour être en meilleure forme, etc. Donc, ces deux savoirs sont complémentaires. Est-ce que c'est pas trop lourd, quand on a été soi-même malade, de continuer à vivre dans cet environnement ? Tout le monde nous pose cette question, les oncologues, etc. Moi, personnellement, je vis avec le cancer depuis 25 ans, parce que je suis chercheuse, mais je pense que quand on a eu de cancer, et surtout quand on a été formé, ça nous aide à prendre beaucoup de distance sur la maladie. Et en fait, on a un rapport au cancer qui est complètement différent à ce que pensent les gens qui ne l'ont pas eu ou les soignants. On en reparlera aussi avec vous de ça, Charlotte. Je voudrais me tourner à présent vers le docteur Hugues Desfours. Vous êtes donc, vous avez les Thermes de Ballaruc-les-Bains ont signé un partenariat, donc l'établissement thermal, avec l'ICM pour la prise en charge des patientes qui ont eu un cancer du sein et qui sont en phase de réhabilitation post-cancer. Pourquoi ce partenariat déjà ? Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Le thermalisme n'était pas particulièrement habilité à recevoir des patients cancéreux. Quand on prescrit une cure thermale, on sait que ça fait partie des contre-indications. Donc, des cancers, jusqu'à il y a peu, on en voyait peu parce qu'on n'en voyait pas, parce que les médecins prescripteurs n'envoyaient personne en cure thermale parce que le cancer, c'était pas bon pour les cures. Il faut faire un petit peu d'historique. C'est en 2008 qu'à La Roche-Posay, la station de dermato qui est bien connue, on a commencé à voir arriver des patientes qui avaient subi des radiothérapies pour des soins de cicatrisation. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais on a aussi notre place, notre légitimité à prendre en charge des patients en post-cancer. Et il s'est développé, on n'appelait pas ça encore les soins de support, mais il s'est développé des programmes un peu attrape-tout, avec de la diététique, avec des activités physiques adaptées, etc., de la psychologie, des groupes de parole. Et beaucoup de stations thermales ont monté un petit peu dans leur coin leur propre programme. Alors, ces programmes avaient un gros inconvénient. Alors, il y a beaucoup d'avantages à faire les cures, je peux vous en parler longuement, mais ce programme avait beaucoup d'inconvénients, c'est qu'il n'était pas remboursé. Il n'était pas remboursé puisque seule la cure thermale en France est remboursée, la cure de 18 jours. Et en dehors de ce schéma qu'on appelle le conventionnel, tout autre format de soins n'est pas pris en charge. Et en 2018, donc lors de la signature de la convention thermale 2018-2022, il a été décidé que, à titre expérimental, la sécurité sociale allait prendre en charge les cures, donc une cure de support de 12 jours qui serait associée à une cure thermale. Donc on a désormais la possibilité de recevoir ces patients. Alors donc pour le moment, ça ne concerne que le cancer du sein. Ces patientes qui sont théoriquement en rémission, enfin au moins 6 mois après la fin de leur traitement lourd, qu'il s'agisse de radio ou de chimiothérapie. L'hormonothérapie peut être, elle, poursuivie. Et ces patientes donc vont pouvoir, avec un complément d'une cure thermale de 3 semaines, une cure conventionnelle en rhumatologie ou en rhumatologie-phlébologie, à Ballaruc, il y a les 2 orientations, suivre un programme tout à fait similaire à ce que vous venez de décrire, avec donc des activités physiques adaptées quotidiennes, des groupes de parole, un soutien psychologique, de nutrition, la diététique c'est essentiel dans ces cas-là, et puis dans un contexte évidemment médical, puisque tout ça est entouré de consultations médicales. Et ce programme est pris en charge à hauteur de 50% par la sécurité sociale, ce qui permet d'ouvrir
à ces femmes la possibilité de ces soins, donc sur, encore une fois, 12 jours. Là aussi, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va apporter en plus? C'est purement dans le soin, vous l'avez dit, cicatrisation, ou c'est aussi dans la réappropriation de l'image de soi, c'est dans l'image du corps aussi? Tout à fait. On parle de tâches de réhabilitation. Moi, je dirais que c'est carrément de la reconstruction en tous les sens du terme, dans sa composante physique, dans sa composante psychologique. Vous avez employé plusieurs fois le terme de médecine globale, d'approche globale. Nous, on aime bien le terme holistique en médecine thermale. La médecine thermale, c'est typiquement une médecine globale. C'est le modèle biopsychosocial. On prend les gens dans leur globalité. On n'est plus dans la médecine technique dont on a parlé tout à l'heure, mais on s'occupe à la fois de tous les aspects, de toutes les composantes de l'individu. Et donc, la médecine thermale, ça, on sait faire depuis très longtemps. Et le milieu thermal est un milieu approprié, puisqu'on a la temporalité, on a 3 semaines de repos dans un environnement. En règle générale, les stations thermales sont des endroits plutôt sympathiques, en dehors des villes, dans un environnement plaisant. Et donc, ça participe aussi à la reconstruction, à la détente physique et psychologique de la patiente. Quel retour vous avez? Alors, c'est une expérience qui a débuté en 2022, qui est assez récente. Quels sont les premiers retours que vous avez des patientes qui ont suivi ce processus? Idéalement, on devait commencer en 2020. Bon, enfin, en 2020, on a été un petit peu chamboulé, comme tout le monde. Les établissements thermaux ont dû fermer. Et donc, on a véritablement démarré que l'an dernier. Alors, on a encore quelques dizaines de patientes. Il y a de très bons retours. On a interrogé, donc, à l'occasion de la signature de la convention avec l'ICM en octobre dernier, là, au moment d'Octobre Rose, on a interrogé des patientes qui avaient fait ce programme à Ballaruc et qui toutes ont été particulièrement satisfaites de cette écoute, justement. Vous parliez d'écoute, de ces soins. Et donc, on est très encouragé à poursuivre. Alors, cette année, on va faire ça sur une plus grande échelle. De toute façon, ce programme, donc, il a été validé, ce protocole. À l'origine de ce protocole, il y a une étude, l'étude PACT, qui a 10 ans aujourd'hui. Elle était en 2013. Elle a été menée sous l'autorité du professeur Yves-Jean Bignon, qui est oncologue à Clermont-Ferrand, dans les stations de Vichy, du Mont-d'Or et de Châtel-Guyon. Et elle avait montré donc ces effets. Voilà, tout à fait, on avait validé un bénéfice au niveau. Enfin, l'étude avait validé un bénéfice au niveau de la qualité de vie. Vous parliez de la qualité de vie, de l'amélioration de la qualité du sommeil, une amélioration des capacités de la nutrition, des activités physiques, un retour à la vie, à l'activité physique, ça c'est essentiel. On en a parlé tout à l'heure. Donc, cette étude PACT maintenant s'est développée dans d'autres stations thermales et a permis justement, puisque désormais il y a une prise en charge, permet de diffuser à l'ensemble des stations thermales. Et Ballaruc-les-Bains a été désigné éligible à cette étude. Alors, on va se tourner vers vous à présent. Charlotte, nous allons parler de My Charlotte, justement, une application que vous avez créée afin d'aider les personnes qui ont été touchées par un cancer. On va partir peut-être de votre expérience personnelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu 2 cancers, un à 28 ans, un à 35. Lors de votre premier cancer à 28 ans, vous vouliez retourner vers la vie normale le plus rapidement possible et ça n'a pas été si simple. Non, ça n'a pas été si simple. Vous avez évoqué les difficultés qu'on rencontre et donc voilà, moi je coche à peu près toutes les cases de la perte de revenus, voire de la perte de l'emploi. Voilà les séquelles qui restent sur le long terme. Et puis enfin même si j'ai suivi mon traitement comme il fallait, mais voilà des petits oublis entre guillemets de temps en temps parce que j'étais en lutte avec ce traitement. Et finalement cette récidive qui vient et un moment extrêmement effrayant, c'est au-delà de l'annonce de la récidive, c'est que la pensée qui a suivi immédiatement, ça a été de me dire ouf, je vais pouvoir faire une pause, je vais pouvoir me concentrer sur moi-même, je vais pouvoir mettre en pause tout ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est un moment extrêmement effrayant parce que c'est à ce moment-là que je comprends que j'ai rien compris en fait après le premier cancer et que finalement je suis revenue vers une vie peut-être d'avant mais qui ne me convenait manifestement pas du tout.
C'est un moment de déclic et c'est là où je comprends aussi que finalement le soutien psychologique que j'avais soigneusement refusé à nombreuses reprises la première fois, je suis allée le chercher. Et j'ai mis en place, avec l'aide de mon entourage, justement ce qu'on appelle les soins de support, une activité physique plus adaptée. Et on en parle beaucoup de cette activité physique, mais à un moment donné, en tant que personne soignée par un cancer, pour un cancer, parce qu'avant d'être malade, on est une personne, et cette maladie s'invite dans votre vie, et il faut arriver à l'intégrer. Et il y a énormément d'émotions, de difficultés d'ordre psychologique auxquelles on est confronté. Et finalement, avant d'aller vers l'activité physique, il y a d'abord peut-être cette prise en charge sur le bien-être mental, moral, et qui est extrêmement importante. Donc c'est vrai qu'en tant que patient partenaire, moi je parle beaucoup de ça avec les patients. Oui, l'activité physique c'est important, mais est-ce qu'on a peut-être pas d'abord besoin d'aller vers plus de détente, de relaxation et de techniques pour faire face à toutes ces émotions. Vous, concrètement, vous êtes allé chercher quel type, justement, pendant cette deuxième maladie, vous êtes allé chercher quel type d'activité, quel type de soutien? Donc, psychologique? Oui, le soutien psychologique, et puis ça a été ensuite la découverte des activités de type yoga. Alors là-dedans, j'intègre le yoga postural, la méditation, la relaxation, l'exercice de respiration. Ça a été, ce sont des choses vers lesquelles je me suis tournée, encore une fois, vraiment en m'appuyant sur mon entourage. C'était pas proposé dans le centre de soins dans lequel j'étais soignée. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a un tas de moments, il y a des centres comme l'ICM où il y a beaucoup de choses qui se sont structurées et c'est absolument formidable. Mais que ce soit pour des raisons géographiques ou pour des raisons financières ou pour il y a un tas de moments où on n'a pas envie de sortir de chez soi, où on n'est pas en capacité de le faire, de sortir de chez soi pour aller chercher ces soins-là. Donc, il faut trouver des moyens de les apporter autrement aux patients. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de My Charlotte. Voilà, c'était vraiment l'idée, c'était d'apporter en fait ces soins-là, quand c'est possible, de les apporter aux patients là où ils se trouvent. Moi, je me suis formée à la méthode Pilates à l'issue de mon second cancer. J'ai commencé à travailler avec des personnes en chambre stérile. Et finalement, vous avez posé tout à l'heure la question est-ce que c'est pas pénible de baigner dans ce milieu après avoir été soi-même soignée pour cette maladie. Je crois que pour moi, le moment important à ce moment-là, c'est le jour où je suis allée pour la première fois en chambre stérile et je me suis dit, c'est formidable, je viens dans cet hôpital que je connais très bien, j'y étais soignée, mais je viens pas pour moi, je viens pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment cette posture qu'on nous apprend aussi dans les formations de patients partenaires, c'est fondamental. Alors, comment est née l'appli? Et expliquez-nous un peu. Vous y travaillez donc... vous avez eu l'idée, en fait, à l'issue de cette deuxième maladie, quand vous avez été soigné, vous vous êtes dit, il manque un outil? Alors l'idée, elle a germé dès le premier cancer. À l'époque, donc c'était en 2008, et finalement, les soins de support commençaient à se structurer, mais moi, j'étais une patiente à laquelle les médecins demandaient ce que je faisais dans les salles d'attente. Donc il y avait moins de patients jeunes. Et finalement, donc les soins de support, ce que je voyais, c'était les perruques, c'était des choses pour. Je me disais, ça, c'est des trucs pour des femmes d'un autre âge, c'est pas pour moi. Et ce vers quoi je me suis tournée, peut-être malgré moi, mais je l'ai fait avec grand plaisir dès le départ. C'est tout simplement répondre à des appels d'amis qui me disaient. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui est malade, ça s'est bien passé pour toi, tu n'aurais pas des conseils à donner. Donc cette paire aidance dont Maggie a parlé tout à l'heure, on la connaît peut-être mieux sous le format des alcooliques anonymes. Ça s'est développé beaucoup dans le cadre du sida. On apprend les uns des autres et on n'est pas là en tant que patient partenaire pour dire « fais comme ça, je l'ai fait, ça a marché pour moi ». Non, on est là pour poser des questions, pour cheminer avec la personne, pour identifier encore une fois ses problématiques. Et dans My Charlotte, on a décidé de faire ça. Donc c'est une application, parce qu'on s'est dit il y a plein de choses qu'on pourrait enregistrer, de l'information, des activités de type technique respiratoire, de la mobilisation physique douce. Et finalement, si on met ça dans une application, alors qui dit application dit il faut apprendre à coder. Donc moi, je me formais en tant que prof de Pilates et j'ai démarré mon activité d'entrepreneur à ce moment-là. C'est mon mari qui s'est collé au code. Et donc, on a monté cette application ensemble. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir apporter ça aux patients, qui puissent s'appuyer là-dessus,
mais pas seulement. On travaille énormément en complémentarité avec ce qui se fait au niveau local. Donc cette application qui, elle, s'adresse à toutes les personnes touchées par un cancer, elles peuvent l'utiliser gratuitement. Mais on a aussi développé donc, une plateforme qui nous permet de proposer un accompagnement par un patient partenaire, par des professionnels de soins de support à distance. Et on s'appuie sur quoi? On s'appuie essentiellement sur ce qui se passe en local. Donc l'idée, c'est de pouvoir regarder avec le patient ce qui est disponible près de chez lui et de pouvoir compléter avec le digital. Donc l'intérêt de cette appli, c'est le patient va pouvoir trouver déjà de chez lui à n'importe quel moment des vidéos pour avoir des questions un peu plus précises auxquelles il voudrait une réponse dans l'instant, avant peut-être d'aller chercher plus d'informations plus loin sur les cicatrices, sur les idées aussi de choses qui peuvent lui faire du bien. Et il y a plus de 300 contenus, je crois, que vous proposez avec ces spécialistes. Et ça, c'est en accès ouvert et disponible, en accès libre. Et puis en parallèle, vous avez développé une partie qui est plus un accès individualisé. Et là, c'est plus sous la forme d'un abonnement, c'est ça? Et qu'est-ce que vous allez proposer dans ce cadre-là? Oui, aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est proposé. Donc, c'est les centres de soins qui le financent pour leurs patients. C'est un accompagnement qui est prévu pour une durée d'environ 6 mois. Le patient va pouvoir avoir un rendez-vous mensuel avec son patient partenaire, c'est toujours le même, pour développer justement cette relation de confiance. Pour illustrer ce que disait Maggie tout à l'heure, le doyen des patients accompagnés, on a accompagné environ 600 personnes maintenant dans cette forme plus personnalisée. Le doyen, c'est un monsieur qui a 83 ans, qui est soigné pour un cancer du sein métastatique et qui finalement a des difficultés en fait, dont il a du mal à parler. Déjà, c'est quand il en parle avec son patient partenaire, c'est la première fois qu'il en parle à quelqu'un d'autre que son entourage très proche. Ce qui lui permet de finalement en parler ensuite plus librement avec ses amis, de se rendre compte qu'il a plein de copains autour de lui qui ont des cancers et qu'il n'est donc pas le seul à en avoir. Et finalement, l'une de ses grandes problématiques à lui, c'était les problèmes d'érection. Et finalement, il a pu en parler avec son médecin oncologue. C'était ça le problème qui lui posait le plus gros souci dans sa vie. Il avait plus de mal à Absolument. Parler. Et en fait, ça permet bien sûr on va dire de gommer ces problématiques de distance aussi ou de déplacement. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun va pouvoir trouver des outils complémentaires, bien sûr, avec cet accompagnement sur les services, avec les patients partenaires directement à l'ICM, avec la possibilité, juste en sortie de cure pour certains, juste en sortie de traitement pour certains patients, d'aller faire on va dire, ce retour à la vie en douceur. Et puis, peut-être à plus long terme, ou quand on est plus éloigné aussi, ou qu'on a moins envie de bouger, toutes ces questions-là à travers l'appli qui vont être complémentaires. Cet accompagnement individualisé et le reste, aujourd'hui, il y a combien de patients qui vous suivent? Alors aujourd'hui, on a plus de 6000 personnes qui sont inscrites sur MyCharlotte, donc dans son format libre et gratuit, et environ 600 personnes qui sont accompagnées. Donc on a vraiment développé cette méthode d'accompagnement. On a été très aidé par la Covid puisqu'on a lancé MyCharlotte fin 2019 et au moment où les soins de support, on a dit, n'étaient plus disponibles. Ce sont les centres de soins, ce sont les médecins qui nous ont contactés pour nous demander si on pouvait proposer MyCharlotte à leurs patients. Et donc finalement, on a pu ajuster cette méthode d'accompagnement puisque Héloïse l'a dit tout à l'heure, il faut identifier les besoins du patient. Encore faut-il que le patient puisse les exprimer, ses besoins. Et puis, il faut réévaluer. Donc finalement, cette méthode-là, et on a des retours qui sont extrêmement positifs. On a 95% d'amélioration du bien-être physique, un peu plus même sur le bien-être moral. Maintenant, nous, on a besoin de valider notre démarche. Donc, on est en train de structurer notre première recherche clinique pour laquelle on cherche encore des centres investigateurs et des fonds. Mais parce que finalement, il faut pouvoir aussi prouver la validité de ce genre de démarche et arriver à démontrer que le patient, il peut bel et bien s'autonomiser petit à petit. Il est accompagné pendant 6 mois pour le faire. Mais encore une fois, quand on est à distance de ces traitements, ses besoins
évolue. On en a d'autres au fil des années. Voilà, les besoins évoluent aussi. Donc, pour une personne, pour continuer à vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, il faut aussi pouvoir adapter ses besoins et pouvoir les mettre à jour régulièrement. Je me tourne vers vous dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? On va peut-être apporter des micros dans la salle. Voilà, juste là, la dame au premier rang pour les micros. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous et merci à tous les intervenants. Car moi, j'avais plein de questions et j'ai trouvé pas mal de réponses. La question, là, en vous entendant tous, moi, je suis aidant d'un proche qui souffre de plusieurs pathologies létales, dont un lymphome, un grand lymphocyte granuleux de type T, comme l'a dit le professeur, en ce moment, un cancer de la prostate. Et je me sens complètement abandonnée. Personne ne nous a proposé d'aide. On est suivi par les hôpitaux publics de Montpellier, on est très bien suivi, mais je suis sous l'eau, je ne trouve pas de solution. J'ai demandé au département une augmentation des heures de présence. J'ai demandé, là le neurologue nous a prescrit un accompagnement pour les malades d'Alzheimer. Donc au niveau du département, elles ont 6 mois de retard pour traiter le dossier. Donc je ne sais pas si dans 6 mois, mon mari sera toujours là. Au niveau de l'aide, au niveau d'Alzheimer, ils ont des retards. Il y a une liste d'attente de 2 mois et personne ne m'a évoqué tout ce que vous venez d'évoquer. Je suis sous l'eau et je ne sais plus comment me battre. Et pourtant, j'ai de la réserve, mais j'ai besoin d'aide. Donc ça me fait du bien de vous entendre à tous et tous les professeurs et médecins qui ont témoigné. Merci. C'est vrai qu'on parlait beaucoup des patients partenaires et on n'a pas parlé des aidants et des proches aidants. Mais c'est vraiment une politique qu'on met aussi en place à l'ICM où on va faire comme on fait pour les patients, on va faire exactement pareil pour les aidants. Ça a un peu plus de retard que le patient partenaire, mais c'est en cours et on vous aidera à trouver les ressources, etc. Enfin, à l'ICM, on va mettre des choses en place. Oui. Pour compléter ce que vous venez de dire, dans le cadre du partenariat, la convention que nous avons signée avec l'ICM, on a également prévu un accueil privilégié des aidants au niveau des établissements thermaux, des thermes de Ballaruc. Et ça s'inspire d'un programme qu'on avait mis en place il y a déjà des années dans d'autres stations qui s'appelle le programme Parenthèse, où on ne s'occupait pas du patient. Là, c'était dans le cadre de l'Alzheimer, vous avez parlé de l'Alzheimer. Mais c'était pour s'occuper des aidants de l'Alzheimer, pour un accueil privilégié dans des établissements thermaux. Donc ça aussi, ça fait partie de notre démarche. Charlotte, oui. Alors, Charlotte, est-ce que votre appli prend aussi en compte les aidants ? Alors, c'est une démarche commune puisqu'on l'a créée en tant que patiente, mais aussi proche aidant, aimant. L'idée, c'est aussi de dire qu'en tant qu'aidant, c'est extrêmement difficile de trouver sa place. C'est-à-dire que c'est lourd à porter. Enfin, en tant que patient, on a toute cette charge aussi, finalement, de sentir coupable, de faire vivre ça à son entourage. Mais l'entourage, il a aussi le droit de dire « j'en ai marre, c'est pénible, c'est dur ». Donc finalement, il y a toute cette idée aussi de dire en tant que proche aidant, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux. Notre démarche, elle est aussi fondée là-dessus, c'est de dire il y a peut-être plein de moments où il n'y a pas besoin de dire, mais on peut peut-être faire ensemble. Et c'est des petites choses, mais des exercices de respiration, de méditation, ça fait du bien à tout le monde, qu'on soit malade ou pas. Et donc finalement, le fait de faire ensemble, et ça c'est quelque chose qu'on recommande énormément en tant que patient partenaire chez My Charlotte, puisque on a la chance de pouvoir s'appuyer sur du programme digital, donc de dire une jeune maman qui a des enfants en bas âge, comment elle fait pour trouver du temps pour elle-même, du temps pour se faire du bien. Et donc finalement, c'est par exemple de faire des exercices de respiration avec ses enfants, parce que c'est des exercices qui sont simples, que les enfants arrivent à comprendre. Et donc avec son proche, il y a plein de moments où quelqu'un qui vient vous prendre par la main pour dire viens, on va marcher 5 minutes. Alors, on n'est pas dans les recommandations officielles sur l'activité physique adaptée, mais il y a des moments où 3 minutes, ça change le cours d'une journée. Et c'est la même chose avec des exercices qu'on peut faire quand on est au fond de son lit. C'est des petites choses, mais de les faire ensemble, ça aide les deux. Il y avait une autre question au fond de la salle. Bonjour. Bonjour, Cyril. Je suis le co-responsable de mon réseau cancer colorectal. Je veux rebondir sur ce qu'a dit madame. C'est en fait toujours pareil.
On entend parler de patients partenaires, on entend parler de soins de support. C'est essentiellement pour le cancer du sein. À partir du moment où on est sur une autre pathologie, ça devient beaucoup plus difficile. Toutes les expérimentations des parcours de soins, tout ça sont faits sur le sein, et sur les autres, c'est compliqué. D'où l'intérêt de faire connaître les associations. Il y a des associations pour quasiment toutes les pathologies, quoiqu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas sur les cancers digestifs. Et c'est vraiment là où les médias, les politiques, les médecins doivent participer et faire remonter ça. Ça a été dit en introduction de la journée par Madame la Ministre et Professeur Richoux, c'est la même chose pour le dépistage. Alors que, donc je prêche pour ma paroisse ce coup-là sur le cancer colorectal, c'est un décès toutes les 30 minutes en France, et on n'en parle pas assez. Comment ça se fait ? Donc merci à vous de communiquer justement sur l'existence de ces soins, de ces associations et de toutes ces choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une Je peux autre... dire juste un petit mot ? Oui. C'est très important ce que vous dites, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille quand même... Alors, il y a le cancer du sein, c'est beaucoup de patientes chaque année qui sont prises en charge, le plus gros volume en fait. Mais il y a aussi les autres parcours de soins qu'on petit à petit, qu'on perfectionne, qu'on améliore aussi sur le plan de la qualité de vie, sur le plan de l'accompagnement. Et donc ces parcours, ils sont travaillés au sein de notre établissement petit à petit. Du début jusqu'à l'après-cancer. Et donc là, vous l'avez évoqué, mais on a mis en place aussi des consultations sur la santé sexuelle qui s'adressent à la fois aux hommes, à la fois aux femmes. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont améliorer aussi la qualité de vie. Et on essaye, bien sûr, de penser aux associations, de travailler avec les associations. Ça fait partie des relais que l'on peut trouver et à qui on adresse nos patients. Marc Richoux, venez oui, devant. Pour compléter, avancez, montez sur l'estrade, on vous verra mieux. Ce que dit Héloïse, je crois que c'est très important tout ce que vous avez dit. D'une part, effectivement, le cancer du sein est important, mais on ne s'adresse pas qu'au cancer du sein. On a même déjà anticipé, on a depuis plusieurs années un parcours pour les cancers ORL, par exemple, très important, qui sont souvent des patients très compliqués parce qu'ils ont souvent une intoxication, tabac, alcool, des situations précaires. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'avec les équipes du CHU de chirurgie et nous, on a mis en place un parcours avec une infirmière de coordination et où on a tous ce suivi, cette éducation thérapeutique. On met en place des parcours pour chaque tumeur maintenant de plus en plus. Et c'est vrai que l'enjeu qu'on a mis dans notre projet d'établissement, maintenant, c'est le travail sur les aidants. Et ça, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a beaucoup fait pour les patients eux-mêmes. Maintenant, il faut vraiment qu'on fasse aussi pour les aidants. Et ça, c'est dans le projet. Et il va falloir trouver des moyens, des façons de faire. Les associations sont très importantes. Et je pense qu'effectivement, il faut de plus en plus, et là aussi, faire rentrer les associations. Et c'est ce qu'on fait dans l'hôpital avec nous. Ce qu'il fait sur les applications, c'est aussi important. Donc, c'est vraiment un panachage de tout ça. Après, il faut arriver à bien le coordonner. Et c'est ça qui est peut-être plus compliqué. Et à donner une accessibilité à tout le monde à ces problématiques. Ce n'est pas encore le cas partout pour tout. Mais je crois qu'on est en démarche. Et je pense qu'à Montpellier, on a la chance d'avoir un écosystème de santé extrêmement favorable. On a vu ici qu'il y avait bien sûr l'ICM, dont c'est la mission pour le cancer, mais aussi les équipes du CHU, mais aussi les médecins libéraux, les cliniques privées, les termes, les kinés, les patients, etc. Et je crois que tout le monde travaille dans le même sens. Et ça, c'est quand même important. C'est pas partout aussi évident. Et je crois que pour ça, Montpellier, on a une richesse. Et je pense qu'il faut la cultiver. Et merci à Midi Libre de permettre de mettre en exergue ça et de communiquer, parce que la communication, effectivement, est importante aussi. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Oui, madame, on va vous apporter un micro. Bonjour. Bonjour, Esmeralda Vérol, directrice de l'association Le Jour d'après. Un sujet qui pour moi est important, qui n'a pas été abordé là, c'est l'anticipation, le retour et le maintien dans l'emploi. Le sujet sur lequel on travaille, donc entre autres avec l'ICM aussi, qui est vraiment un sujet très très important. Donc j'ai entendu, je connais Maë-Charlotte aussi, qui est vraiment important, c'est après le cancer. Après le cancer, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes, hommes, femmes, peu importe, et qu'est-ce qu'elles vivent dans leur travail.
comment elle se repositionne au niveau social, sociétal. Donc toute cette problématique-là qui est un sujet essentiel. Oui, on a cité, c'est vrai, en introduction, hein, l'étude de Vigan 5 qui a démontré que 20% des personnes ne travaillent plus 5 ans après, avec ces problématiques aussi sans doute d'aménagement du temps de travail. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui, je peux rebondir sur Charlotte, bien sûr. Oui. C'est un sujet qui est très fréquemment abordé avec les patients et c'est vrai que finalement dans le domaine du cancer, il y a un mot qui me semble-t-il manque un petit peu. C'est ce temps de convalescence. Et moi j'aime bien aborder ce sujet-là avec les patients et notamment quand il y a une problématique de retour au travail. Puisqu'on l'a dit, après les traitements qui demandent une forte présence à l'hôpital, il y a un petit peu ce sentiment de l'abandon. Et puis il y a aussi à ce moment-là, pour les personnes qui étaient en emploi, qui étaient en activité, arrive cette question, mais comment je vais faire pour me remettre au travail? Et finalement, il y a de plus en plus d'endroits, je constate qu'il y a de plus en plus de médecins qui recommandent à leurs patients de prendre du temps. Et finalement de préparer et donc des activités comme celle du jour d'après, c'est extrêmement important. Pourquoi il y a ce besoin d'accompagner. Moi, en tant que patiente, j'ai pas vu comment retourner dans un emploi salarié. L'un des premiers facteurs qui m'a poussée à l'entrepreneuriat, c'était l'inquiétude de ne pas pouvoir gérer ma fatigue et de ne pas retourner dans un temps même partiel, de me dire mais j'y arriverai jamais. C'est quand même la première raison pour laquelle je me suis tournée d'abord vers l'entrepreneuriat, c'était cette souplesse. Et pour autant, c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus simple. On a parlé du droit à l'oubli tout à l'heure et c'est une formidable avancée. Moi, je rentre pas dans les clous sur le droit à l'oubli. J'aurais jamais pu emprunter pour ma société toute seule. Donc, il y a quand même des freins importants. Et néanmoins, il y a beaucoup de patients qui se disent « il faut que je change de travail, il faut que je fasse quelque chose de différent ». Non, on a peut-être besoin de travailler d'abord sur la manière dont on fonctionne aussi au sein de la société pour réintégrer ces personnes-là qui apportent, on l'a dit tout à l'heure, des savoirs expérientiels formidables. En tant que patient, moi, j'arrive à apporter des choses dans une société, dans une boîte, dans une structure qui sont formidables, mais c'est peut-être pas toujours valorisé comme il le faudrait peut-être. Vous vouliez réagir? Non, juste, je veux dire, toutes les patientes ne sont pas dans ce cadre-là, parce que moi, j'en connais qui, au contraire, veulent continuer à travailler pour rester dans la normalité. Parce que c'est difficile quand vous avez un cancer, quand on vous donne l'impression que vous êtes hors service. Donc voilà, c'est parce que j'en ai discuté hier avec une patiente et ça me revient, elle a 10 mois après mon cancer, je n'ai pas voulu m'arrêter, il fallait que je travaille, que je sois normale comme les autres. Et voilà. Bon, c'était un cancer qui ne se voyait pas, donc c'était peut-être plus facile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Non, alors je vais vous remercier à tous les cas. Je vais vous laisser regagner la salle. On va vous applaudir. Merci beaucoup de vos interventions. Agnès Buzyn, je vais vous proposer de venir me rejoindre. On va peut-être dire un mot de cette matinée, une matinée au cours de laquelle on a entendu beaucoup de choses. On a commencé par la prévention, le dépistage. On a vu toutes ces innovations porteuses d'espoir. On a vu aussi la vie pendant, après, qui était de plus en plus prise en compte. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on voit la nécessité et l'attente qu'il y a à ce niveau-là. Et puis, ce qu'on a envie de dire aussi, et peut-être ce qui ressortira, vous en conviendrez aussi de cette matinée, c'est on n'est pas si mal en France. Oui, alors peut-être un mot de conclusion. Je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, je pense que la France a marqué des points dans la lutte contre le cancer et dans l'accompagnement. Et il faut rendre hommage aux pionniers. Alors, Henri Pujol nous a quittés, mais il est le premier, en fait, à avoir conceptualisé l'idée d'un plan cancer. Et notre pays est le seul pays où les plans cancer ont été portés par des présidents de la République. Donc, il y a eu une volonté politique
de mettre ça au niveau d'un président et pas d'un ministre de la Santé ou d'une association comme la Ligue contre le cancer, etc. Ça a été vraiment une volonté. Donc le président Chirac a fait le premier plan cancer. Le premier plan cancer a créé l'Institut national du cancer qui a coordonné toutes ces actions de lutte. C'est le premier pays qui a mis en place la réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça veut dire que toute personne soignée pour un cancer en France doit avoir son cas discuté par plusieurs médecins autour de la table et pas un professionnel tout seul dans son cabinet qui prend des décisions parfois en dehors des clous. Là, c'est discuté entre un chirurgien, un radiothérapeute, un chimiothérapeute, etc. Et donc, première avancée, les réunions de concertation pluriprofessionnelle, c'est une garantie de qualité. Deuxième grande avancée, c'est la consultation d'annonces. Même si elle a eu beaucoup de mal à se mettre en place dans beaucoup d'endroits, on considère qu'un patient, lorsqu'il entend tout ce qu'il a à entendre le premier jour, le diagnostic, les traitements, en réalité, il écoute mais il n'entend pas. Parce que c'est trop dur, il est en état de sidération. Donc comment on accompagne cette annonce avec des infirmières qui reviennent, qui expliquent les traitements. Puis il y a eu le deuxième plan cancer qui a mis en place toutes les actions d'innovation autour de la recherche et notamment autour de la génétique. Notre pays est quasiment le seul pays au monde où tous les patients peuvent avoir une analyse génétique de leur tumeur faite gratuitement sur des plateformes financées par l'INCa, c'est-à-dire en gros la sécurité sociale. En réalité, c'est de l'argent public. Et donc, nous avons mis en place une accessibilité aux traitements ciblés sur des anomalies génétiques grâce à ce deuxième plan cancer. Le troisième plan cancer, on l'a dit, c'est beaucoup focalisé aussi sur l'après-cancer, donc le droit à l'oubli, le fait, par exemple, Madame parlait du retour à l'emploi, le fait qu'on puisse, par exemple, ne pas arrêter de travailler. Jusqu'à présent, pour avoir accès à un mi-temps thérapeutique, il fallait un arrêt de travail de longue durée. Eh bien, aujourd'hui, grâce au plan cancer, on peut accéder à un mi-temps thérapeutique d'emblée, c'est-à-dire être autorisé à travailler moins, mais à continuer à garder son emploi pendant des traitements s'ils ne sont évidemment pas trop lourds. Et il faut que la personne en ait envie. On a entendu qu'il y avait deux façons d'aborder cela. Et donc, voilà, nous avons réussi à cranter, à marquer dans le marbre des avancées considérables pour les patients qui font qu'aujourd'hui, la survie après un cancer s'améliore en moyenne de 2%, 1 à 2% par an depuis plus de 20 ans. C'est pas rien. Et donc, ces espoirs, ils sont liés à ces avancées de prise en charge, de qualité des soins et aux innovations. Et donc, je terminerai par cela, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des médecins, des chercheurs extrêmement mobilisés sur la recherche, mais ces plans cancer ont aussi permis une structuration qui permet à ces talents d'émerger, d'être accompagnés. C'est comme ça, par exemple, que le CIRIC de Montpellier a pu être financé. C'est un objet qui permet une meilleure intégration des soins et de la recherche dans une même approche, par des médecins et des chercheurs qui travaillent ensemble et qui font progresser. Donc cet écosystème, il est lié à une volonté politique, à des financements. Et quand je dis volonté politique, c'est tout bord confondu. Le premier plan cancer a été porté par Jacques Chirac, le deuxième par Nicolas Sarkozy, le troisième par François Hollande. Aujourd'hui, la stratégie décennale, elle est portée par le président Macron. Bref, c'est toujours porté au plus haut niveau comme une priorité de notre pays, avec des financements qui font que aujourd'hui, notre pays a d'excellents résultats. Par exemple, dans le cancer du sein, nous avons aujourd'hui la meilleure survie au monde, après l'Islande. Mais je rappelle que l'Islande est un pays de 300 000 habitants. Ce n'est pas la même chose d'assurer la même qualité des soins pour 67 millions de personnes et 300 000 habitants. Donc voilà, nous avons des résultats concrets, de qualité, et il faut impérativement que les patients continuent à être les stimulateurs de ces progrès, parce que c'est grâce aux patients, c'est grâce à cet engagement des patients partenaires que les professionnels et que les politiques intègrent qu'il y a des besoins, que ces besoins ne sont pas pourvus et qu'il va falloir avancer et faire quelque chose. Et donc, moi, je rends hommage à tous ces patients, parce que ce soit les patients à l'époque du sida ou les patients atteints de cancer,
ils ont atteint un degré de maturité qui oblige à la fois les professionnels et à la fois les politiques à se dépasser et à faire mieux. Donc merci à eux. Merci beaucoup. Agnès Buzyn, notre grand témoin de la matinée. On va conclure cette matinée. Restez avec moi, Agnès Buzyn, restez avec moi. Juste un dernier mot avant de pouvoir tous rejoindre ce cocktail déjeunatoire que nous allons partager, éventuellement poursuivre nos discussions, mais surtout partager un moment d'échange et d'amitié. Encore merci d'avoir accepté de venir participer comme grand témoin à ce premier Lab Santé 2023 et puis sous sa nouvelle formulation comme ça tout au long d'une matinée. J'en profite donc pour vous dire que nous aurons donc 4 rendez-vous dans l'année, celui-ci étant le premier. Nous aurons 3 autres rendez-vous de Lab Santé. Vous êtes à chaque fois bien sûr les bienvenus. Ils auront tous la même formation, le même développement. Un thème que je peux déjà vous annoncer, puisque nous nous retrouverons en mai sur le thème de l'innovation en santé. Dans le cadre de la Med-Valley qui se développe à Montpellier, nous allons faire le tour de nombreux sujets où il y a des innovations très importantes. Nous parlerons en septembre du vieillissement. Comment notre population vieillit, des besoins se font sentir. Nous allons tous parler de ce vieillissement au mois de septembre. Et en décembre, nous parlerons notre santé est-elle malade? Et là, on va parler plus des déserts médicaux. Nous allons parler aussi de ces maladies ou pathologies qui sont les parents pauvres de la santé. On va parler du handicap, de la psychologie, etc. Bref, tout au long de l'année, à travers ces 4 rendez-vous, le Midi Live vous propose, grâce à ses partenaires, des temps d'échange sur une matinée à chaque fois, de façon à faire venir le maximum de professionnels à travers 3 tables rondes. Vous serez bien sûr au courant des informations sur les dates, les lieux, au fur et à mesure. Bien sûr, dans le journal, nous vous préviendrons ou sur les sites internet, à travers diverses communications de ces rendez-vous, et nous aurons à chaque fois un grand témoin qui viendra avec nous traverser cette matinée et nous apporter son expertise, comme Agnès Buzyn a si gentiment a voulu le faire et accepté de le faire ce matin. Je vous remercie à tous pour votre qualité d'écoute et vous propose d'aller partager donc ce cocktail déjeunatoire ensemble. Merci beaucoup. Merci.